On va commencer, si les personnes qui sont debout veulent bien s'asseoir. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans la communauté Emmaüs l'Escarpeau pour ce débat autour des questions de protection, exploitation, usage, devenir de l'arbre, de la forêt et des écosystèmes qui leur sont liés. Avant d'introduire véritablement le débat et nos invités, je vais donner la parole au collectif Touche pas à ma forêt, c'est bien ça ? En lutte contre un projet directement lié à notre thématique. Je vous en prie, si vous voulez un micro, je peux vous prêter le mien. Bonjour, donc on représente le collectif Touche pas à ma forêt. C'est un collectif qui est dans les Hautes-Pyrénées, à Lannemezan. On se bat contre un projet de méga-scierie et couplé à une centrale de cogénération biomasse. Ce projet, il a été, on a commencé il y a 1 an et demi à se battre contre ce projet. Moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est contre. Donc, c'est une lutte locale, donc en lien avec le thème de ce soir. On est contre ce projet parce que déjà, il détruirait l'écosystème forestier. On arriverait à couper 3 fois plus d'arbres que ce qui se fait actuellement. C'est un projet qui est dans les Hautes-Pyrénées, mais qui vous concerne aussi parce que la scierie, elle s'installe à Lannemezan, mais ça exploiterait les arbres partout dans les Pyrénées et même jusqu'au Massif central. Voilà, on est contre parce que du coup, le porteur de projet ne prend pas du tout en compte la biodiversité. Ça n'existe pas vraiment pour lui. Le bois est une ressource. Ça détruirait la filière locale parce que du coup, ça donnerait le monopole à une grosse industrie. Donc, c'est un industriel italien qui viendrait s'installer. Voilà, c'est donc la destruction de notre écosystème pour créer 25 emplois et en détruire, on ne sait pas vraiment combien. Je regarde juste mes petites notes. Voilà, il y a aussi eu un gros déni de démocratie. Le projet, il a été voté à la communauté des communes sans en parler ni aux citoyens ni aux élus. Voilà, et en plus, ce projet serait financé par des fonds publics, donc avec une subvention de 6 millions d'euros sur 11 millions au total. Voilà, je passe la parole à Marie qui va vous dire la suite. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de la constitution de ce collectif. Donc, Mathilde a parlé du lanceur d'alerte. Donc, c'était un élu de la communauté des communes de Lannemezan qui a rapidement réalisé qu'un projet irresponsable sur les plans humains, social et écologique était sur le point de voter. Donc, cet élu a réuni des forestiers, il a réuni des naturalistes, il a réuni des syndicalistes, il a réuni tout un tas de personnes sensibles aux forêts et qui toutes ont décortiqué le dossier Florian. Et puis, il a organisé une assemblée générale à Cap-Verne. Lors de cette assemblée générale, il y a eu la naissance de notre collectif qui actuellement compte 7 commissions de travail. Ces commissions de travail, elles sont coordonnées par un groupe de liaison et elles sont constituées de citoyens, de 50 organisations, de professionnels de la forêt et du bois. Donc c'est vraiment un collectif qui est riche de sensibilités diverses et toutes ces sensibilités en fait nous ont permis d'être très complémentaires dans nos axes de travail. Un premier axe de travail, ça a été la sensibilisation du public à l'éducation de la forêt. Donc on a organisé plusieurs marches pédagogiques. La première dans la forêt de Bailleul, on a eu 300 personnes là où on en attendait 50. Et puis, on a organisé des week-ends de mobilisation en 2020, en 2021, avec des grandes marches qui, sur tout le massif pyrénéen, ont réuni plus de 1800 personnes. Actuellement, Touche pas à ma forêt, c'est plus de 3000 adhérents. Le collectif, il va continuer à organiser des actions de sensibilisation, des réunions publiques. Et puis, le collectif a initié, avec d'autres organisations en France, l'appel national pour des forêts vivantes, dont vous avez peut-être lu une tribune dans Le Monde au mois d'octobre. Cet appel, il se décline en 3 saisons. En octobre, il y a eu une saison avec des actions locales. À Oloron-Sainte-Marie, la COB a proposé des marches pédagogiques. Sur le plateau de Lannemezan, il y a eu aussi des ateliers, des conférences. Et puis, en février, il y aura un rassemblement de tous les collectifs de France impliqués dans la sauvegarde des forêts
Et au printemps, il y aura une action surprise d'envergure qui regroupe tous les collectifs de France là aussi. Merci. Sur le plan politique, le collectif s'est imposé comme un interlocuteur. On a rencontré Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Et la mobilisation citoyenne a permis d'avoir un moratoire sur ce projet. Un moratoire, ce n'est pas la fin d'un projet, hein, c'est que les études sont actuellement à l'arrêt et il y a un processus dit de concertation qui est en cours. Donc on aura les résultats au printemps. Notre collectif, il est contre un projet, mais il est aussi pour des alternatives forestières. Nous, on souhaite une exploitation forestière qui soit une exploitation raisonnée, qui respecte les milieux naturels, qui respecte les sols, qui respecte les paysages, qui permette aux forêts de se régénérer, en régénération continue. On milite pour la sauvegarde des emplois forestiers locaux, des scieries locales. On veut que le bois pyrénéen soit valorisé. On veut que le rôle de puits de carbone des forêts soit bien reconnu. Et puis, on milite aussi pour la reconnaissance des valeurs culturelles, des valeurs symboliques, de toutes les aménités environnementales liées à la forêt. Excusez-moi, je suis un peu émue. Voilà. Donc, en fait, nous, on souhaite que le collectif arrive à rendre incontournable cette vision multifonctionnelle de la forêt. Sur le plan politique, on propose un plan forêt et usage du bois sur tout le massif pyrénéen. On travaille également sur des projets pilotes de sylviculture éthique en accord avec les enjeux climatiques et économiques actuels. Et on souhaite que soit replacé au centre de la conduite des forêts le respect du fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers. Par exemple, mettre en place du débuscage à cheval. Par exemple, remettre en place l'exploitation en bois façonné et vente de bord de route. On soutient également un projet local qui est le projet de Local à bois, qui est mené par un jeune couple de menuisiers qui souhaitait pouvoir travailler avec du bois local dont la traçabilité serait assurée de bout en bout. Donc c'est un lieu collaboratif qui permettra de travailler le bois, de le stocker, de le sécher, de le transformer et de le vendre tout localement. C'est un lieu qui se veut aussi un lieu de formation au savoir-faire du bois, donc de la gestion des forêts, en passant par l'abattage, par le débardage, par le sciage et toutes les utilisations du bois. Et puis, dernièrement, le collectif a mis en place un projet d'aide au fonds de dotation forêt préservée, dont la vocation est d'acheter des très-vieilles forêts, des forêts refuges, afin de leur permettre de suivre leur évolution naturelle, qui est de 300 à 400 ans, si l'homme n'y met pas sa main. Oui, donc très rapidement, avant que vous attaquiez le débat, j'en ai pour 10 secondes. Voilà, donc pour ceux qui sont plus intéressés par ce projet délirant, donc qui vous concerne vous aussi évidemment dans les Pyrénées-Atlantiques, parce que les Pyrénées-Atlantiques seront impactées à 30% sur le projet global qui concerne 540 000 m3 de hêtres, alors qu'aujourd'hui on n'en exploite même pas 80 000. Donc demain après-midi, il y a une conférence ici, donc à 14h ou 14h30. Donc on pourra vous préciser vraiment le fond du projet, le fond du dossier, toute l'opacité qui règne autour, le mystère des subventions publiques. Et pour ceux qui sont encore plus intéressés, je vous invite donc à regarder sur le site internet Touche pas ma forêt, vous tapez Touche pas ma forêt sur internet et vous avez toutes les informations. Voilà, je vous laisse au débat parce que je crois que vous êtes tous impatients. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec cette introduction, on est en plein dans le cœur du sujet, un projet industriel gigantesque, en tout cas largement dimensionné, en rapport direct avec l'exploitation des forêts, un collectif citoyen qui se forme, des propositions d'alternatives et en même temps l'évocation d'un rapport à l'arbre très particulier et, il me semble, très moderne. J'avais envie de vous présenter notre plateau et de poser cette question à nos invités de leur rapport personnel
aux arbres. Alors nous avons, et je vais vous demander de vous présenter parce que vous le ferez bien mieux que moi, mais nous avons en tout cas un expert forestier, un ingénieur des forêts et une économiste de l'environnement que vous connaissez sans doute très bien. Sandrine Rousseau, je vais vous donner la parole en premier. Sandrine, si vous pouvez nous dire d'abord un petit mot de votre parcours et surtout de votre rapport aux arbres, à la forêt. Bonjour à tous et toutes. Elle est impressionnante cette salle pleine pour parler de l'arbre et de la forêt, et bravo au collectif qui a parlé, parce que c'est aussi grâce à ce type de collectif citoyen et à cette vigilance qu'on arrive à arrêter les projets les plus nuisibles. Alors donc Sandrine Rousseau, j'étais candidate écologiste à la primaire des écologistes. J'ai perdu j'ai perdu. De peu. On ne dit pas j'ai perdu, on dit je n'ai non, pas il faut que été j'arrête choisi. de dire ça, parce qu'à la fin, j'ai perdu. Je suis quand même allée au deuxième tour, et autour de ma candidature, on a quand même créé quelque chose qui est un peu autre chose que de la politique traditionnelle. On en parlait là en visitant le lieu. Et dans cette candidature, on a voulu faire une approche de la politique qui était très différente, et c'était aussi un moment d'expérimentation en fait de comment faire de la politique différemment, comment faire en sorte que des personnes qui sont très éloignées de la politique, des personnes qui sont même à la frontière de la société puisqu'elles en sont exclues, elles sont en mode survie dans cette société, comment non seulement elles arrivent dans une campagne électorale, mais en plus comment elles font politique et comment elles font de la politique. Et ça a été une aventure humaine mais vraiment incroyable, et je pense qu'un jour il faudra écrire l'histoire de cette aventure humaine. C'est pas complètement simple du coup maintenant de rentrer dans une autre dynamique, mais en tous les cas, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais peut-être parce qu'on est dans ce lieu et que vraiment ça a été ça en fait la force de cette candidature. Au-delà du score, ça a été que sont venus par centaines des gens qui ne croyaient plus du tout en la politique, qui ne croyaient plus en la société, qui déprimaient chez eux et qui se sont enfin levés. Et merci à eux surtout, et à elles. Alors, votre rapport aux arbres. Ah oui, pardon. et en tant qu'économiste de l'environnement, qu'est-ce qui vous a intéressé plus particulièrement? Enfin, quel lien vous faites entre économie de l'environnement et arbres? Alors, mon rapport personnel aux arbres, c'est que je manque de forêt à peu près tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans une espèce de manque de forêt permanent, quoi. Et d'ailleurs, entre les deux tours de la primaire, la veille du résultat, je suis allée une journée en forêt embrasser les arbres, et ça m'a fait le plus grand bien. Et en tant qu'économiste, je regarde ça. En fait, je vais vous faire une révélation ce soir, c'est que je suis rentrée dans l'économie par la forêt. C'est que quand j'étais étudiante en 4e année, on m'a dit il y a une forêt là, et il y avait un collectif d'ailleurs de sauvetage de la forêt, exactement comme ici. Ce collectif a contacté la fac de Sciences Éco et a dit en fait là, on va raser la forêt pour faire un complexe hôtelier. Est-ce que vous pourriez avoir un étudiant ou une étudiante qui évalue la forêt et qui montre que cette forêt a de la valeur pour que le complexe hôtelier ne soit pas construit? Et moi, je me suis portée volontaire, et donc j'ai commencé à travailler pour savoir comment on évaluait cette forêt. Et là, je vais vous raconter cette histoire tout au long du débat, et je fais un peu de teasing. Merci. Jean, s'il vous plaît, Jean Touillarou, vous êtes ingénieur des eaux et forêts, c'est bien ça? Si vous voulez. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est vrai, Xavier l'a dit, je suis ingénieur forestier. J'ai passé toute ma carrière à parler des arbres auprès des propriétaires forestiers privés. Ça, c'était mon domaine. Et j'ai passé toute ma carrière avec des petits propriétaires, puisque la plupart d'entre eux ont moins d'1 hectare. J'ai passé ma carrière à leur montrer quelles étaient leurs limites, quels étaient les soins qu'il fallait lui apporter. Et j'ai pu mesurer au cours de ma carrière combien le propriétaire était attaché à sa forêt. Pas au sens propriétaire du terme, propriété privée, défense d'entrée. Au contraire, on est propriétaire forestier dans ce département par hasard, parce qu'on en a hérité de ses parents, de ses grands-parents, et j'ai pu mesurer combien ils y étaient attachés. Mon rôle pendant ma carrière a été d'essayer de trouver un système de gestion compatible avec les attentes de ce propriétaire-là, qui était complètement différente du propriétaire que j'ai pu voir le matin, mais aussi en attente avec ce que attend la société aujourd'hui. Et j'ai pu, au cours de ma longue carrière, mesurer combien ces attentes de la société a pu évoluer.
puisqu'au départ, on ne parlait que exclusivement de production de bois. Aujourd'hui, on a bien d'autres enjeux. On a le paysage, on a la fixation du carbone, on a la protection des sols, et donc on a aussi une économie. Donc je suis très heureux, et j'avais été sollicité par le projet alternatif donc, de Touche pas à ma forêt pour Lannemezan. Je m'étais personnellement investi contre, dans la mesure où c'est un projet démentiel, pas du tout adapté à notre propriété ici de montagne, cette petite propriété des Pyrénées. Il est pas du tout souhaitable, de même qu'il n'était pas souhaitable du tout ce projet de cogénération qu'on a vu installé à Lac, obligé à terme de faire du taillis à courte rotation pour arriver à fournir des plaquettes forestières pour cette cogénération. Peut-être qu'on abordera ça, mais je terminerai en disant que j'ai trouvé très bien la solution alternative que vous avez mise au jour, dans la mesure où il ne suffit pas de critiquer et d'être contre un projet, il faut quelque part apporter des solutions qui, on l'espère, seront jugées meilleures. Gandhi parlait de l'alternative constructive. Jean, vous nous avez pas dit votre rapport intime ou personnel aux arbres. Qu'est-ce qui vous a fait choisir déjà cette profession ? Très fort, une relation très forte que j'ai pu mesurer très très progressivement, à tel point que j'ai terminé ma carrière en faisant des conférences dans une association, et j'ai terminé je pense que ça devrait vous éclairer sur la façon que j'ai de considérer les arbres. J'ai terminé ma carrière en faisant et en proposant toujours une conférence sur les rapports de l'arbre avec la mythologie, l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des associations se créer, pas forcément pour raser une forêt comme le veut le faire Florian, mais quand on va couper un arbre, rappelez-vous de cet arbre qui était sur la place Clémenceau, hein, donc, où le jeune résistant Loustalet avait été pendu. Là, on n'est pas dans une forêt, on est dans un arbre. Donc je me suis attaché à la personnalité de l'arbre en tant qu'individu, ce qu'il pouvait apporter. Sandrine a dit qu'elle embrassait les arbres. Moi, ça me convient tout à fait. C'est la sylvothérapie. Quel est le soin, quel est le bien-être qu'on va apporter, qu'on va avoir avec un arbre. Donc je me suis attaché à rechercher pourquoi la notion d'arbre était profondément ancrée dans notre patrimoine génétique, à nous les humains. Et bien ça vient de très très loin, puisque déjà à l'époque donc des 3-4 000 ans, on commençait déjà à dessiner des arbres dans le Tassili. C'est la plus vieille, c'est le plus vieux dessin des arbres que l'on a dans une grotte, donc dans le Tassili algérien. Je me suis attaché à étudier cette progression de la considération de l'arbre dans toutes les civilisations et dans toutes les religions. Sven Augier, vous êtes expert forestier. Si j'ai bien compris, vous accompagnez les propriétaires des parcelles dont parlait Jean ? Tout à fait. Donc moi je suis un petit peu de l'autre côté et j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean et avec ses successeurs dans le travail quotidien. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis de formation forestière acquise en Espagne et je suis donc ingénieur des travaux forestiers. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans les forêts de l'Est parisien sous la direction de M. Brice de Turckheim, qui est cofondateur de l'association ProSilva France et ProSilva Europe. Et donc, depuis les années 90, donc maintenant 30 ans, j'essaye d'œuvrer dans la gestion des forêts privées avec le lemme de notre association qui est de rendre compatible économie et écologie. Donc la ligne de travail de cette association et de ce groupe de forestiers est tout à fait dans le même raisonnement et un petit peu en écho avec, je pense, la sensibilité de la salle, au moins une partie de ses membres. C'est que nous sommes particulièrement attentifs au respect des éléments de biodiversité et des éléments de l'environnement et du milieu forestier qui permettent sa conservation à long terme. Par ailleurs, mon travail, c'est de conseiller des propriétaires forestiers dans la façon de gérer leur forêt, un petit peu comme le disait Jean, mais du côté où je rends le service aux propriétaires, que je peux être éventuellement soumis à la pression du propriétaire de l'impératif économique, et que j'essaye de le guider dans la façon d'utiliser la forêt ou d'en profiter, de façon à ce que le résultat soit durable sur le très long terme. Dans notre association, nous avons pris conscience du fait que protéger au mieux le milieu forestier, l'environnement forestier et donc tous les éléments de biodiversité qu'il y a dedans, c'est le meilleur moyen d'avoir un outil de production optimal. Par ailleurs,
les choses évoluent avec le temps. On est de plus en plus attentif à la conservation des vieux arbres morts, à la conservation. Combien de propriétaires ne m'ont pas dit « S'il vous plaît, monsieur Augier, dans la coupe, celui-là, gardez-le ». Parce que je me suis assis à son pied avec mon grand-père, parce qu'il est l'élément monumental et paysager de ma forêt. Donc on est toujours attentif à tous ces éléments. Quant à mon attachement à l'arbre, pour aller dans la ligne de vos questions, j'ai des souvenirs de commencer à planter des arbres avec ma grand-mère, avec une baramine en bougeant des cailloux, et de les voir pousser après. J'ai une tante qui est architecte paysagiste. On est dans une famille de jardiniers et de producteurs de fleurs. Donc j'étais attaché à la sensibilité du végétal depuis longtemps, montagnard, skieur, etc. Donc avec un fort attachement à la nature qui est notre façon de respirer. Et donc pour fermer sur l'attachement à l'arbre, même si je suis un coupeur de bois, n'en déplaise à quelques-uns, parce qu'il faut aussi couper du bois de temps en temps, je considère que l'arbre est fondamental et fait partie de notre environnement et qu'on a besoin de trouver les solutions de gestion qui rendent compatibles les différentes fonctions de la forêt, comme ça a déjà été évoqué, et qu'une forêt, c'est multifonctionnel. Pour le très long terme de la forêt, pour qu'elle dure longtemps, il faut qu'elle puisse donner de l'argent, il faut qu'elle soit accueillante quand la société demande de l'accueil, et il faut qu'elle protège le milieu, puisque, enfin, aujourd'hui, une grosse partie de nos sociétés occidentales sont très, très conscientes du fait qu'il faut protéger l'environnement. C'est un grand mot, mais il faut protéger l'environnement, parce que c'est notre milieu de vie, et que si on veut un milieu de vie de qualité, il faut commencer par là. J'ai envie de vous inviter à commencer peut-être par un état des lieux de la forêt en France et peut-être aussi dans cette région. Les acteurs, les administrations, avant qu'on entre vraiment dans la question des enjeux, des menaces aussi qui pèsent sur nos forêts, qui veut s'y coller en premier? Allez, je commence un petit peu. Merci. Alors pour les très très grandes lignes, vous savez que la forêt française est à 80% forêt privée et à 20% forêt publique des communes ou de l'État. Les forêts publiques sont en général de dimension plus importante en moyenne et permettent une gestion ordonnée dans le temps et sur papier et avec les services de l'ONF. En revanche, la forêt privée est très très morcelée. Alors, Jean, tu connais les chiffres au niveau régional, mais je crois qu'au niveau de la France, on est aussi entre 1 et 4 hectares, c'est-à-dire que la plus grosse partie de la forêt, 60% de la surface forestière privée est de petite surface. Et donc, c'est pas toujours très facile de gérer ça, puisque le travail forestier, il a besoin d'une certaine surface pour s'appuyer dessus et le faire de façon un petit peu ordonnée. Mais en revanche, ça a aussi, comme le disait Jean, cette histoire d'attachement, le petit bout de forêt où on va ramasser les champignons, on l'a hérité du père et du grand-père, et on y est attaché sentimentalement. C'est aussi un élément qui fait qu'il n'y a pas d'action violente toujours dessus. Après, il y a des propriétaires qui se disent « non mais c'est là pour ça, c'est pour faire mon bois ou c'est pour vendre ». Et il y a d'un autre côté, soit des institutions, soit des propriétaires qui ont des domaines importants. Ils sont peu en nombre, mais ce sont des forêts qui, à ce moment-là, sont soumises par les réglementations de la loi forestière à des éléments de contrôle et à des obligations légales de continuité, de gestion, de forêt, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans sa forêt. Sauf si on est en dessous de certains seuils de surface, où là, c'est un peu moins réglementé. Mais en compensation, comme les gens y sont attachés, ils y font des fois pas grand-chose. Donc il y a toujours des vieux chênes. Ici dans le Béarn, ça fait quelques années que je travaille pour les ASL, les associations syndicales libres, qui regroupent des petits propriétaires forestiers qui ont la volonté de mobiliser un peu de bois et de tirer un profit raisonné de leur forêt. Et effectivement, on se retrouve avec des unités de 1 hectare, de 2 hectares, et à travers l'action de regroupement, on réfléchit un petit peu et on arrive à couper du bois, mais en respectant les règles générales de gestion forestière. Dans cette action, je vais vous donner un exemple.
à chaque fois, je demande au propriétaire, pour respecter notre droit napoléonien sur le sol, comme on évoquait il y a un instant, voilà, c'est chez moi, c'est mon jardin. Donc j'y fais ce que je veux. Non, vous ne faites pas tout à fait ce que vous voulez. Par ailleurs, est-ce que vous voulez couper beaucoup ou est-ce que vous voulez en laisser beaucoup à vos enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a la suite derrière? Donc je demande au propriétaire d'abord de faire le point sur son patrimoine et quel est son objectif sur son patrimoine. Et à partir de là, on peut l'orienter pour réussir ses objectifs tout en respectant le milieu forestier et faire les choses en douceur. On va lui dire par exemple, au lieu de couper tous les gros chênes cette année, on en prend un peu et vous revenez dans 10 ans. Et on fait les choses plus doucement et de façon plus respectueuse de l'environnement pour avoir moins d'impact. Sven, juste là-dessus, avant peut-être de donner la parole à Jean pour une continuité de présentation de la situation globale, vous disiez que le propriétaire est maître chez lui et que néanmoins il ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que la loi l'empêche de faire? Il ne peut pas raser complètement la forêt qui lui appartient. 1827, c'est déjà la création du Code forestier. Donc c'est pas Napoléon, c'est Charles X, donc on est sous la Restauration. Les premières réglementations ont été faites. Il y avait bien des ordonnances qui étaient avant, mais elles n'étaient pas appliquées parce qu'on n'avait pas de garde des eaux et forêts, on n'avait pas de conservateur des eaux et forêts. Donc on a créé une première réglementation, c'est ce qui nous a créé d'ailleurs la fameuse guerre des demoiselles. Les gens de la montagne, ils étaient extrêmement attachés à la façon de pouvoir couper un arbre quand ils le voulaient, où ils le voulaient. Avec ces gendarmes qui étaient les toutes premières eaux et forêts, il y a eu les premières rébellions, et bien en Ariège, donc les paysans se sont déguisés avec des robes, avec des foulards, ils se sont déguisés en demoiselles, et il y a eu mort d'homme, il y a eu mort de garde des eaux et forêts. Heureusement que j'étais pas né à cette époque. Voilà. Donc c'était la toute première réglementation. C'est vous dire que Sven a raison, c'était pas forcément bien adapté. Puis petit à petit, l'étrangloir est arrivé. On est arrivé petit à petit, loi forestière après loi forestière, à des réglementations. Disons que ce qu'on va dire pour l'essentiel, pour les réglementations qui sont arrivées en forêt privée, c'est pour essayer de faire prélever davantage de bois qu'ils ne s'en prélevaient par le passé. On a une filière bois très largement déficitaire en France, et les 2/3 ou voire les 3/4 de la forêt française étant des forêts privées, c'est là-dedans qu'il fallait puiser. Les forêts domaniales ou communales étant par définition gérées depuis longtemps par l'Office national des forêts. Donc on a eu des obligations de couper, de ne pas couper, de respecter des limites, etc. Donc tout ça petit à petit est venu, et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut, d'autant que vous avez le code de l'environnement sur les plans locaux d'urbanisme, donc qui oblige dans les espaces classés boisés, par exemple, à ne pas défricher. Je voudrais revenir, sans insister sur les chiffres, sur la forêt d'ici, la forêt donc béarnaise, voire même du département. On a un taux de boisement qui est de 31%. Donc c'est une forêt majoritairement feuillue, contrairement à ce qu'on peut penser. Les rares résineux que l'on a plantés ne sont pas forcément une très belle réussite, mais il y en a quand même qui sont assez jolis, en plaine. Les plus beaux résineux chez nous, ce sont des sapins qui sont en montagne, dont déjà dès Louis XIII et Louis XIV, on faisait ces fameux mâts pour la marine. C'est une forêt qui, il faut le savoir, est sans cesse en augmentation depuis un siècle. Donc la forêt n'est pas défrichée, ne diminue pas. Mais j'attire votre attention sur un concept qu'il faut absolument retenir, c'est que la forêt augmente, mais pas forcément là où il le faudrait. Je vais prendre un exemple. Ici, la vallée du Gave de Pau, elle disparaît. Adieu les bosquets, adieu les boqueteaux, adieu les couloirs, adieu les corridors. Tout ça, ça disparaît. Vous regardez un champ de maïs, vous avez le suivant à Bayonne quasiment. Par contre, vous allez à Cabis, vous allez à Ferrières, vous allez à Arbéoste, vous avez donc des vallées qui se ferment par l'exode rural. On a commencé avec la guerre de 14 qui a saigné ces petits villages. Des tas de familles ont été privées de mari, de père. Adieu donc l'exploitation, et ces terrains-là se sont reboisés naturellement. Donc ne nous cachons pas derrière une surface forestière qui augmente. Je dis qu'elle augmente, mais pas nécessairement où il le faudrait. Retenez enfin qu'une grande partie de notre forêt dans les Pyrénées est une forêt qui est souvent inaccessible aussi. On va en parler, on en a déjà un peu parlé avec le collectif, c'est qu'elle est souvent donc victime de l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire inaccessible, sous des falaises ou au-dessus de falaises, et il coûterait extrêmement cher d'aller les chercher. Donc une forêt complexe et surtout très attachante parce qu'appartenant à des propriétaires comme vous et moi qui considèrent ce domaine comme faisant partie de leur patrimoine.
Je vais compléter un petit peu. Voilà. Donc pour revenir au présent, effectivement, il y a l'augmentation de la surface forestière par abandon des terres agricoles et par ailleurs, dans les sols plats en plaine, là où c'est facile, soit on fait de l'agriculture intensive, soit on met des surfaces commerciales ou industrielles. Mais pour la forêt existante, et par exemple sur les coteaux du Vic-Bilh ou autour de Garlin et dans les zones intermédiaires, il y a quand même des surfaces forestières relativement continues qui sont typiquement très morcelées. Et pour revenir à ce que le propriétaire peut faire ou ne pas faire, voilà, en dessous de certains seuils de surface, vous avez une certaine liberté de coupe. Au-delà de 25 hectares, et peut-être ça va diminuer, le propriétaire forestier est obligé d'avoir un document de gestion qui, à ce moment-là, sera soumis au contrôle de sa légalité par un technicien des centres régionaux de la propriété forestière. Et pour la forêt publique, il n'y a pas de problème, elle est soumise à contrôle. Donc, il existe quand même un certain nombre de règles sur la façon de gérer la forêt. Une basique, c'est que si vous faites une coupe rase, dans les 5 ans suivants, vous êtes obligé de vérifier qu'il y a de la régénération naturelle, et sinon vous devez planter. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de garde-fous généraux sur la loi forestière française pour protéger l'espace forestier. Voilà. Les défrichements sont soumis à réglementation, éventuellement à boisement compensatoire. Vous voulez raser un demi-hectare pour faire de maïs, vous êtes obligé d'en replanter 4, ou 3 fois plus ailleurs. Il y a une certaine évolution dans la réglementation qui couvre la forêt et l'environnement, et on n'a pas qui pousse à ne pas dépasser certaines limites. Et un autre élément très très important, c'est quand même tous les zonages environnementaux qui existent. Natura 2000, ça parle à beaucoup de monde, mais vous avez les SNIEF, vous avez les zones de protection spéciale, vous avez les protections des cours d'eau. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont aujourd'hui pris en compte par la réglementation de protection de l'environnement pour qu'on ne puisse pas, autant que faire se peut, faire n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Il y a toujours des... je ne vais pas dire des passe-droits, mais des points limites, ou des choses qui échappent au regard de la police de l'environnement, mais la base légale est suffisamment solide. C'est là-dessus d'ailleurs que s'appuient les systèmes de certification forestière, en particulier PEFC en France, dont l'esprit est le suivant. Si vous avez un document de gestion de votre forêt qui respecte toutes les règles du code forestier, vous êtes certifiable comme bon gestionnaire. Je ne veux pas dire que dans les Landes, ça peut être vu d'une certaine façon un peu particulière, puisque la tradition de la sylviculture du pin des Landes, c'est la coupe rase. On plante ou on semet, on plante aujourd'hui, on éclaircit, on fait pousser, et on coupe et on recommence. Mais il y a obligation de recommencer. Et c'est de la forêt. Vous ne pouvez pas en faire un champ de maïs. Donc, d'une manière ou d'une autre, la réglementation essaye de protéger la continuité de la forêt. J'ai envie de dire d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France... Voilà, là, il y a quand même en France la suprématie de la propriété privée qui fait que finalement on a un usage, on reste libre de l'usage du terrain que l'on a. Alors certes, il y a des règles, on peut limiter, et tant qu'on exploite, on peut limiter, mais à la revente, par exemple, on peut changer la destination ou modifier en fonction de la qualité de la forêt et en fonction de la... Très difficilement. En tous les cas, ce qu'il y a d'important à dire peut-être à ce moment-là, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a certes un certain nombre de règles et de règlements qui régissent l'exploitation de la forêt, mais il n'y a pas de valeur donnée en soi à la forêt. C'est un des sujets qui doit être, à mon avis, mené dans le débat politique, c'est qu'aujourd'hui, la forêt, comme toute autre ressource naturelle, j'ai envie de dire, n'est vue qu'au travers des ressources qu'elle peut fournir. Et la valeur de la forêt est avant tout une valeur de ressources qu'elle peut fournir. Et c'est en cela qu'on a quelque chose à revoir complètement dans notre système d'appréciation de la valeur des choses. Et
en particulier dans notre système économique, qui aujourd'hui n'attribue pas de valeur à la préservation des écosystèmes forestiers en tant que tels, de la ressource en eau, de la richesse des sols, de la captation de CO2. Toutes ces fonctions-là de la forêt qui sont absolument essentielles à notre survie ne sont pas valorisées en tant que telles. Et donc, la seule chose qui soit valorisée aujourd'hui vraiment pécuniairement, monétairement dans une forêt, c'est l'arbre que vous coupez. Donc en fait, il y a une forme quand même d'incitation à l'exploitation des forêts et à une exploitation commerciale et gestionnaire de la forêt. Et donc, dans les révolutions que l'on a amenées, dans tous les cas dans les réformes que l'on a amenées, à mon sens, mais sur la forêt comme sur plein d'autres choses, il nous faut revoir notre système de valeurs, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas ? Et finalement, est-ce que l'on doit encourager à couper des arbres parce que c'est une des seules... Enfin, c'est la principale ressource financière des propriétaires terriens de forêt aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui, je vous remercie, Sandrine Rousseau. Les propriétaires forestiers sont en attente de rémunération par la société. Chaque fois que nous sommes attentifs, que nous appliquons des règles de gestion complexes pour protéger le milieu, la ressource en eau, ne pas polluer les rivières, ne pas ajouter de turbidité, ça implique des frais supplémentaires ou des coûts indirects dans la façon de gérer la forêt. Et la société, pour l'instant, ne nous paye pas la protection de la ressource en eau, ne nous paye pas le stockage du CO2, ou alors très très ponctuellement sur certains arbres reliques. Et effectivement, la majorité, alors la totalité des propriétaires forestiers aimeraient qu'il y ait une valorisation des ressources indirectes, enfin des éléments de protection de notre lieu de vie qu'apporte la forêt, mais voilà, c'est toujours pas acté. Mais dans ces cas-là, il faut aussi accepter le caractère commun de cette forêt. Bon, j'y reviendrai. Je m'étonnais un peu de la nature de vos interventions, messieurs, avant Sandrine Rousseau, parce que j'ai l'impression que vous nous décriviez une réalité relativement idyllique de petits propriétaires très attachés à leurs arbres, d'une forêt qui progresse. J'ai vu à l'inverse des coupes rases, tout ça a été mentionné, de la forêt monoespèce, donc un seul arbre, donc un champ d'arbres plutôt qu'une véritable forêt, des grumiers gigantesques qui emportent nos arbres vers la Chine et un lien de dépendance de plus en plus grand où nous serions en train de devenir un pays dont on extrait finalement des choses comme nous l'avons fait précédemment et continuons de le faire dans des pays plus pauvres. Et puis aussi, bien sûr, une forêt menacée à la fois par cette surexploitation et puis par les conséquences du réchauffement climatique. Est-ce qu'on pourrait maintenant, puisque Touche pas à ma forêt a aussi évoqué cette filière bois qui, de temps en temps, propose des projets géants comme celui de cette scierie, est-ce qu'on pourrait parler maintenant, enfin, ou nuancer sur les menaces véritables et marchandes et environnementales contre notre forêt ? Alors, parlons de la forêt privée. Je l'ai dit, j'étais au centre régional de la propriété forestière dans établissement public. C'est l'établissement, le conseil forestier qui se situe entre l'exploitation forestière et le propriétaire. Je l'ai dit tout à l'heure, le propriétaire forestier, il est propriétaire par hasard parce qu'il a hérité. Le conseiller forestier se situe devant ce propriétaire et qui est un peu démuni dans la mesure où il ne sait pas où sont ses limites, mais il ne sait pas quoi faire de cette forêt. Ce conseiller forestier-là, service public, est très important parce que c'est lui qui va apporter la bonne parole. Donc si je vous en parle, c'est parce qu'il y a 2 techniciens dans le département pour 55 000 propriétaires. Comment voulez-vous que ce conseil forestier puisse s'interposer entre une exploitation forestière massive et le propriétaire ? Le propriétaire, quand il voit débarquer chez lui un exploitant forestier, même s'il est de bons conseils, mais il va vendre, parce que il a les volets à retaper, le tracteur à rafistoler aussi, il a besoin d'argent, on va lui proposer de l'argent. Il n'est pas du tout habitué, ce propriétaire, à des consignes, même environnementales. Ce n'est qu'après qu'il se rend compte des dégâts. Donc ce niveau-là de conseil ici est très important. Donc il y a un CRPF démuni, il y a un conseil derrière qui est le Centre d'études techniques et d'exploitation forestier, c'est-à-dire d'exploitation, Centre d'études techniques et d'expérimentation forestière. Donc les propriétaires se sont regroupés parce que justement ils ont senti qu'ils avaient un besoin de conseil. Et c'est quand il y a ce conseil qu'on a derrière une forêt gérée durablement. Alors, puisque la parole m'est donnée,
Gérer durablement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Sven l'a dit tout à l'heure, on a 2 systèmes de certification, PEFC, Programme européen des forêts certifiées, même si ça a changé depuis un peu de nom, et Forest Stewardship Council, le FSC. Très bien, tout ça c'est très beau. C'est idyllique. Le problème, c'est qu'on a des bois illégaux qui arrivent. L'Europe, c'est le premier importateur de bois tropicaux. Et la France, dans les bois tropicaux qu'elle importe, 39% sont des bois illégaux. C'est-à-dire des bois qui viennent de forêts tropicales qui ne sont pas gérés durablement. Et c'est là que je me tourne vers Sandrine, c'est là qu'il y a un problème politique fort, c'est que si on veut protéger les forêts et garantir que le bois dont on fait ici cette magnifique salle soit bien comme origine, venant d'une forêt gérée durablement, c'est-à-dire qu'on n'a pas mascagné la forêt de vos enfants, on n'a pas abîmé les chemins, on n'a pas utilisé de pesticides quand à le reboiser, c'est ça, gérer durablement. Mais si on continue à raser des forêts tropicales sans une garantie de gestion durable, on n'aura pas avancé. Alors j'ai perdu la primaire, je le rappelle parce que... Mais là, juste pour parler des forêts tropicales, on fait un cartade à l'étranger, mais aujourd'hui, il y a l'équivalent d'un terrain de foot par seconde de forêt tropicale qui disparaît. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est par seconde, quoi. Oui. Du coup, je connais pas la clé de répartition entre le terrain de rugby et le terrain de foot. Mais en tout cas, un terrain de foot par seconde dans les forêts tropicales. Et en effet, la plupart une proportion non négligeable de cette disparition vient du fait que c'est une exploitation illégale, non surveillée et non corrigée. Et j'ai même envie de dire qu'il y a aussi une partie de cette destruction qui est liée à des programmes de compensation carbone européens. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ça a été un des enjeux de la COP26, par exemple. C'est-à-dire que les mécanismes de compensation carbone faisait que si vous étiez une entreprise polluante en France, eh bien vous aviez la possibilité d'acheter par exemple 1 hectare de forêt tropicale ailleurs et ça compensait carbone les émissions que vous faisiez en France. Mais sauf qu'une fois que vous aviez acheté ce terrain, bon déjà dans la plupart des cas vous viriez les populations autochtones de votre terrain et que dans les forêts tropicales il y a des populations autochtones et qui vivent de ces forêts, donc vous les viriez parce que maintenant c'était à vous cet hectare et puis après vous étiez libre de l'exploiter comme vous vouliez. Donc en fait, la compensation carbone européenne telle qu'elle était conçue aujourd'hui, eh bien, conduisait à de la déforestation et à de l'exploitation intensive de forêts tropicales. C'est en cela que, oui, on est dans un système qui est complètement hypocrite et cynique vis-à-vis de l'étranger et où on doit absolument trouver une manière de faire en sorte que la forêt reprenne sa nature, enfin son essence qui est un bien commun. C'est-à-dire qu'on a tous besoin des forêts. On a absolument tous besoin des forêts. Et aujourd'hui, les bénéfices tirés de la forêt sont essentiellement privés quand les coûts de la destruction des forêts est essentiellement collectif, puisque de la destruction des forêts partout dans le monde, eh bien, nous en subirons tous et toutes les conséquences. Alors vous avez commencé à parler de fausses solutions finalement, la compensation carbone, l'idée que quand qu'on va s'acheter des droits à polluer en les compensant à l'autre bout du monde dans des conditions que vous venez de décrire comme étant catastrophiques. Si on revient sur les questions de menaces contre notre forêt, j'ai parlé de la forêt monoespèce. Aujourd'hui, de ce que l'on sait de notre forêt, il y a une véritable crise sanitaire avec des scolites, avec donc des insectes, des champignons qui ravagent nos forêts et qui ont fait l'effondrement du prix du bois récent, puisque du coup on dégage le plus de bois possible. Est-ce que localement vous voyez cette situation-là? Est-ce que vous voyez les conséquences du réchauffement climatique? Parce que, bien sûr, celui-ci joue un rôle dans la prolifération de ces parasites. Et le lien avec la logique marchande, qui est que si on plante de la monoespèce, on a évidemment une biodiversité extrêmement réduite, donc une incapacité à résister aux menaces, notamment sanitaires et climatiques. Est-ce que vous voulez intervenir sur cette question-là ?
Alors, il est évident que les plantations monospécifiques, comme nos populations monospécifiques ici, sont particulièrement sensibles à l'arrivée d'un agent sanitaire nocif. Alors, on va laisser de côté pendant un moment la pinède des Landes, mais elle est également soumise à risque sur un autre problème sanitaire qui est le nématode du pin qui remonte du Portugal. Donc le risque existe. La pessière vosgienne et les dépérissements dont vous venez de parler sont effectivement liés à une politique forestière nationale dans les années 60-70 où on faisait de grandes plantations d'épicéas parce qu'il y avait un besoin de cellulose et un besoin de bois comme matière stratégique, et que l'épicéa, il y a 50 ans, on pouvait l'installer, je ne vais pas dire partout, mais avec une grande amplitude de territoire, et que ça produisait du bois rapidement et facile à industrialiser et facile à scier. À partir de là, l'outil industriel s'est adapté à ce type de produit. On arrive maintenant, tout justement à cause du changement climatique, à des zones d'altitude et à des espaces où les conditions de croissance sont trop limites pour l'épicéa. Et les scolides dont vous parlez, ce sont des insectes qui attaquent les arbres affaiblis. Alors pour les gens qui sont sensibles à l'arbre, etc., on ne va pas parler de l'arbre individu, mais ce sont des individus. Lorsqu'un arbre se trouve en situation de stress physiologique, il va émettre des odeurs, des huiles essentielles particulières qui attirent les insectes. Donc vous avez le groupe d'insectes qui arrive sur l'arbre malade, entre guillemets, se reproduisent et occupent l'espace qu'il y a autour. Et quand vous avez, c'est comme c'est ce qui s'est passé au Canada il y a 2-3 ans, je crois, des situations de stress climatique fort, ça peut affecter de très très grandes surfaces. Alors effectivement, ça a fait plonger le prix du bois pendant un moment, mais à nos dernières ventes, le prix du bois en ce moment remonte en flèche, parce qu'il y a de très très forts besoins de bois. Et il ne faut pas oublier, et malheureusement on parlait de la forêt tropicale, mais même pour les autres essences, le bois est une matière mondialisée. C'est-à-dire, le redémarrage économique de la Chine avant l'Europe occidentale, c'est ce qui est en train de faire la pompe à bois et qui fait que les prix montent en flèche. Et les gros industriels français ou européens sont en train de stocker pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça marche comme ça depuis longtemps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est une histoire de stratégie commerciale des grands groupes industriels. Il y a des moments où il faut stocker, ça fait monter le prix de la matière. Il y a des moments où on est calme, ou alors il y a moins de commandes quelque part. Grosso modo, si vous avez une légère déflation économique au niveau mondial, le prix du bois va baisser. On n'y peut rien. Ou pas grand-chose dans le système économique actuel, puisque dans le discours qu'on entend ici, on peut aussi se dire que ce à quoi il faut réfléchir, c'est le modèle social et le modèle économique. C'est-à-dire, je vous tends la perche, mais je vais finir le sujet. Donc, une des solutions apportées par notre réflexion de gestionnaire forestier, c'est qu'effectivement, il faut éviter d'implanter des plantations monospécifiques. C'est enfin reconnu et que nous nous battons depuis longtemps pour ne pas faire des plantations que du Douglas, que de l'épicéa, que du pin, parce que c'est lorsque les essences sont multiples, lorsque le milieu est varié, que ça sert, si vous voulez, de barrière, de cloisonnement. Je vais parler simple. Voilà. On peut avoir des problèmes avec les champignons aussi sur les arbres. Mais si entre deux épicéas, vous avez un petit chêne, de la broussaille, d'autres végétaux, le cortège de champignons qui habitent dans les racines des autres végétaux va servir de barrière, comme la pénicilline, aux champignons dangereux qui peut abîmer les arbres d'à côté. Et donc plus votre système forestier, plus votre écosystème forestier est complexe, et plus il sera protecteur et servira entre guillemets de médecine latente pour conserver en bon état le patrimoine que vous avez. Voilà. Est-ce que ça répond ? Pour plus proche du département, donc ici on est relativement épargné par rapport
au problème de mortalité vis-à-vis du réchauffement climatique. Attention, réchauffement climatique. On pourra parler aussi des accidents climatiques, puisqu'on a eu Cynthia qui nous a complètement massacré la forêt pyrénéenne. Au niveau de on n'a pas de forêt ici en monospécificité. On a une forêt justement qui est pigaillée, une forêt avec beaucoup d'essence, et c'est ce qui nous a beaucoup sauvés. Je voudrais quand même vous porter à votre connaissance, l'épicéa n'est pas naturel dans les Pyrénées, il avait disparu au moment des dernières glaciations du Quaternaire, il a été réimplanté, et j'ai en tête un petit îlot d'épicéa sur le chemin qui va à Riutor, pour ceux qui font de la montagne au-dessus de la Reims. Il y a un petit îlot d'épicéa qui a été planté au milieu de hêtres et de sapins. Ce petit îlot d'épicéa, il est mort aujourd'hui, alors que les sapins et les hêtres ont résisté. Donc, outre le fait qu'il faut une forêt donc avec plusieurs essences, il va falloir s'attacher aussi à l'origine des essences qu'on va planter. Ça, c'est la première remarque. On n'est pas totalement épargné quand même par le stress climatique. J'ai en tête, on parlait tout à l'heure du Vic-Bilh, des chênes et les chênes pédonculés qui sont en train de mourir sur les coteaux hyper secs de Garlin, de Limbeil et de Montané. Et on a, autant il fait 1800 mm de pluviométrie à Hendaye, autant on est à 700-800 à Limbeil. Et c'est beaucoup trop peu pour le chêne pédonculé. Les forestiers vont se retourner aujourd'hui vers l'autre chêne qui est le chêne rouvre. D'accord. Et enfin, ça aussi, c'est aussi important pour ceux qui font de la montagne, ou comme moi depuis longtemps, vous remarquerez que les arbres vont de plus en plus haut. Donc les arbres vont de plus en plus haut en montagne. Pourquoi? C'est qu'ils vont chercher en hauteur la fraîcheur qu'ils n'ont plus là où ils sont poussés. Donc on a des graines qui montent, et les scientifiques estiment que la limite supérieure de la forêt, que nous appelons nous la zone de combat, la dernière zone où les arbres rabougris arrivent à s'accrocher pour arriver à pousser, cette zone de combat va monter de 150 mètres à la fin de ce siècle. J'ai des photos prises en 1900 et 1950 où on voit un petit lac en Ariège totalement nu au départ, et aujourd'hui avec des pins accrochés tout autour. Voilà. Donc ce sont des signes qui ne sont pas forcément perspectives pour nous, mais grâce aux photographies, on arrive à voir qu'il y a la colonisation. Alors on a les glaciers qui disparaissent, parce que ça frappe l'imagination, mais on ne voit pas que la forêt monte. Si. Alors la forêt monte et les insectes aussi. Parce qu'on a eu besoin de beaucoup de satellites et de beaucoup de mesures pour faire croire, enfin pour valider la notion de changement climatique. Mais je vais vous rappeler un exemple. En 1950, la processionnaire du pin ne dépassait pas le Massif central, ne dépassait pas grosso modo les Landes et de l'autre côté, restait coincée dans le couloir rhodanien. Aujourd'hui, la processionnaire du pin est passée par-dessus le Massif central et elle a gagné 500 km en 50 ans. En 70 ans maintenant. Et donc on retrouve au nord de Paris et au nord du Massif central des pinèdes qui se font grignoter par la processionnaire. Et la processionnaire du pin, elle a cette caractéristique, c'est que les nids ne peuvent passer l'hiver que si la somme des températures des journées d'hiver est suffisamment élevée pour que les petites chenilles sortent, s'alimentent et reviennent au chaud. Donc s'il fait trop froid ou s'il n'y a pas assez de jours suffisamment chauds en hiver, le nid ne peut pas finir son cycle de développement et les chenilles meurent ou disparaissent. Et donc, si on a ce gain en latitude de la processionnaire du pin en France sur cette période, c'est qu'effectivement, la moyenne des températures hivernales a augmenté depuis 70 ans. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur les dernières recherches là, sur le réchauffement climatique et sur les scénarios entre 1,5 degré, 2 degrés, 2,7 degrés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les engagements qui sont pris par les États nous conduisent à 2,7 degrés, qu'au maximum, là, si on prend les feuilles de route les plus dures et les plus contraignantes des États, on est à plus 2,4 degrés. Donc plus 2,4 degrés, il y a les groupements de chercheurs du GIEC qui ont essayé de travailler sur qu'est-ce que ça ferait, et notamment sur la forêt, mais sur tous nos écosystèmes. Et à 2,4 degrés, les climatologues nous expliquent que les événements extrêmes tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les plus grandes sécheresses, les plus grandes inondations, les plus grandes tempêtes, seraient multipliés par 5 à 6. Et surtout, il y aurait plusieurs fois dans l'année,
entre 5 et 6 fois dans l'année des événements climatiques d'une intensité que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Vous imaginez du coup le stress que ça génère sur les écosystèmes et sur les forêts, sur les arbres, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, et sur les personnes évidemment, mais ça veut dire que là, dans la trajectoire telle qu'on est aujourd'hui, on se dirige vers plusieurs événements dans l'année en France dont on n'a jamais encore approché la dangerosité. Et donc, tout cela, ce sont des facteurs de fragilisation absolument conséquents d'écosystèmes comme ceux de la forêt, mais d'écosystèmes littoraux, enfin de tous nos écosystèmes en fait. Et c'est en cela qu'on a un enjeu extrêmement fort à ne plus considérer la forêt uniquement comme un lieu de ressources et d'intensification de cette ressource marchande qu'est l'arbre, quand bien même on a besoin d'arbres pour faire nos charpentes, etc., mais qu'on doit avoir une autre vision de la forêt et lui donner une autre valeur pour que en fait, elle nous protège en tant que bien commun. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui besoin des forêts comme des lieux de protection de notre propre impuissance à gérer les émissions de carbone. Et cela, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à changer notre logiciel et notre rapport à la forêt, mais comme à tout autre écosystème, pour faire en sorte qu'on comprenne que ce sont ces écosystèmes-là qui vont nous protéger. Et donc la question, c'est comment on peut ensemble, parce que il ne faut pas compter en fait sur les propriétaires, et pardon, mais il ne faut pas compter sur les propriétaires pour le faire complètement. C'est-à-dire que le propriétaire, et c'est dans cela que je vous disais tout à l'heure qu'on a vraiment un conflit très important entre le propriétaire dont la ressource immédiate, l'argent, dépend de l'exploitation de cette forêt, et notre intérêt collectif qui est qu'il n'exploite pas cette forêt en fait, ou qu'il ne coupe pas trop d'arbres de cette forêt. Et donc, comment on arrive à trouver cet équilibre-là ? Eh bien, je pense que c'est en revisitant et le statut, en fait, presque légal des forêts, et qu'on travaille aussi sur le droit de l'environnement, le droit des écosystèmes, et que l'on travaille aussi sur la dimension collective et la rémunération des services collectifs qui sont fournis par ce type d'écosystème. Mais là, il y a urgence à le faire. Il y a vraiment une grande urgence à le faire. Et ça n'est pas ce que l'on voit dans les politiques publiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques balancent entre deux choses. D'un côté, une politique publique plus respectueuse des écosystèmes, et de l'autre côté, une politique publique qui voudrait quand même faire de la forêt une ressource économique et une source de croissance de notre PIB et de notre filière bois. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des tentations très importantes d'aller vers une filière bois qui soit intensive et industrielle, exactement comme on est allé dans une agriculture intensive et industrielle au tournant des années 60, et que là, on est dans ces réflexions-là en ce moment, et qu'il nous faut vraiment être très vigilants en tant que citoyens et citoyennes pour que l'on n'aille pas vers une exploitation intensive de la forêt, simplement parce qu'on a absolument besoin de cette forêt. On va donner à un moment la parole à la salle pour quelques questions. Je voulais juste attirer votre attention sur une piste qui est proposée et discutée. Je voulais avoir votre opinion là-dessus, sur l'idée, un peu contre ces propriétaires peut-être, d'aménager des espaces entièrement sauvages, laissés complètement libres de leur développement. On a le projet de Francis Allais qui cherche à reconstituer une forêt primaire quelque part en Europe. On a Gilbert Cochet, l'ASPAS et d'autres associations qui s'emploient à racheter sur un système de propriété collective des espaces pour les laisser libres avec seulement des randonnées possibles en leur sein. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ce type d'approche ? Puis après, si vous voulez bien poser des questions, je ferai passer le micro. Alors, on est tout à fait d'accord qu'il faut préserver toute une partie de surface forestière, comme on le disait, ou peu accessibles ou inaccessibles, et qui ont une très forte valeur environnementale et qui servent de sanctuaire. Okay. Je suis absolument d'accord qu'il faut éviter de continuer ou de faciliter ou de renforcer la sylviculture industrielle, puisque ça pose des problèmes de stabilité dans le temps. J'ai dit tout à l'heure en commençant que pour que la forêt soit stable et durable dans le temps, il faut qu'elle puisse remplir 3 fonctions qui sont un peu de production, soit bois, soit autre chose payée par la société, de la protection de son milieu,
et de l'accueil, puisqu'on est encore dans des systèmes sociaux où les gens attendent, et il y a des gens qui se promènent en forêt et qui croient que c'est à tout le monde. On va toucher la notion du droit là, qui est assez sensible. Et donc, pour répondre directement à ce que vous disiez, si vous voulez inciter le moyen petit ou grand propriétaire forestier à changer de paradigme et de réfléchir autrement, pour qu'il ne se sente pas enfermé dans la solution unique de couper du bois pour payer ses impôts parce qu'il est imposé, n'est-ce pas? Hein, donc, soit vous lui libérez des impôts, soit vous lui dites, bon, ben, tu ne payes pas d'impôts, mais tu coupes moins ou pas du tout. Il faut qu'il y ait une certaine compensation dans notre façon européenne de concevoir le droit de propriété à la non-ressource. Donc effectivement, ça c'est une question de choix politique. Mais en même temps, si nous voulons diminuer la pression sur la forêt pour qu'elle puisse être conservée, et effectivement, bon, on débattait entre nous tout à l'heure, je dis, mais si vous voulez avoir des jolies poutres en bois, il faut couper des arbres. Si vous voulez avoir des tables certifiées ou pas certifiées, mais qui soient en bois, en produits naturels, il faut bien qu'on les exploite, ces arbres. Et les scieries, plutôt petites que géantes, évidemment. Dans les dernières études qu'on a faites, la meilleure façon de stocker du CO2, c'est de laisser les forêts tranquilles. C'est-à-dire, je me tire une balle dans le pied. Ok, dire effectivement une forêt où on ne coupe pas continue à absorber du CO2 jusqu'à un certain point limite qui est la forêt vierge naturelle. Hein, les forêts tropicales strictement vierges, elles n'absorbent pas de CO2, elles en stockent, c'est un stock énorme, c'est pour ça qu'il ne faut pas la couper et l'enlever, mais elles respirent autant qu'elles absorbent. Parce que c'est arrivé au climax. Et il faut 500 ans pour arriver à la capacité optimale selon les types de forêts, effectivement. Carbone. Ici en Europe, on est sur des cycles, effectivement, la hêtraie naturelle vierge des monts Tatras, c'est 300-350 ans de cycle de vie. Ça s'effondre en partie, ça repousse, ça fonctionne tout seul. Mais ce n'est pas en train d'absorber plus de CO2. Et donc on a la réflexion de se dire, ben, on va couper du bois, on va le bloquer dans des poutres, et là il est stocké pendant 100, 150 ans, etc. On l'absorbe. La réalité vraie des choses, c'est que sur nos forêts européennes qui sont en tropique, qui ont été modifiées par l'homme, qui ne sont pas des forêts vierges, si on les laisse tranquilles pendant 200 ans, elles vont continuer à absorber du CO2. Et on va surtout ne pas faire libérer le CO2 qu'il y a dans le sol chaque fois qu'on fait une grande coupe rase. On sait tout ça, ok ? Mais il faut trouver la façon de ne pas pousser le propriétaire à la ressource unique. Et il faut peut-être trouver la façon de modifier notre façon de consommation pour que nous soyons tous moins émetteurs de CO2. Parce qu'on est tous venus en voiture, on est en train de pomper des kilowatts, d'où ils viennent. Je pense qu'il faut aussi remettre la chose en question. Et ça, c'est une très grosse remise en question sociale. Voilà. Et là, ce n'est pas mon domaine. Alors, oui, donc là, on va parler radicalité. Un débat qui a mis un peu la France en position latérale de sécurité. Mais plusieurs choses. La première chose, c'est que moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait... Alors, il y a des associations qui proposent 10% du territoire national en territoire vierge. C'est-à-dire vierge de toute intervention. Moi, je suis très favorable à cela, notamment pour ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça absorbe du CO2. Et là, on a besoin d'absorber du CO2. Surtout que ça ne vous aura pas échappé que la forêt amazonienne est en train de s'inverser complètement. C'est-à-dire que de poumon, elle devient émettrice de CO2. Et que, donc, on a absolument besoin de trouver d'autres lieux, parce que, en fait, la forêt amazonienne, c'est un cycle tellement complexe et tellement fragile en même temps, que si ça bascule, on ne peut pas la faire rebasculer dans l'autre sens. C'est comme le Gulf Stream, quoi. C'est-à-dire qu'on a comme ça des effets qui sont des effets de bascule qu'on ne peut pas retourner. Donc, on a besoin, en France, en Europe, de faire en sorte que nos forêts soient des lieux d'absorption de CO2. Et pour cela, il faut les laisser tranquilles, quoi. Et donc, là-dessus, il y a vraiment une politique publique à mener pour faire en sorte que 10% de notre territoire soit laissé là-dessus, soit laissé vierge. Je rappelle aussi qu'on a quand même un problème qui est rarement cité dans le débat sur la forêt, c'est quel est le besoin de bois.
quelle est la consommation de bois dont nous avons besoin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une inflation de ce besoin de bois. Alors, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons, on fait des charpentes et on isole les maisons avec du bois. Pour des mauvaises raisons, on fait tout un tas d'objets jetables qui n'ont qu'une utilisation de quelques secondes, quelques minutes, et puis que l'on jette à la poubelle. Et donc, là, il va nous falloir revoir nos modes de consommation pour faire en sorte que nous ne soyons pas dans le jetable, dans le bois comme dans le reste, et que nous diminuions notre demande de bois. Parce que si nous ne nous intéressons pas à la demande, alors il y aura toujours des propriétaires pour répondre à cette demande. Et donc il nous faut aussi agir sur ce volet-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, sur 9 chênes qui sont coupés sur 10 vont dans des scieries en Chine et reviennent sous forme de parquet en France, ce qui est surréaliste, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler de l'ordre du circuit court et de la relocalisation dans le cadre d'une gestion responsable et sobre de nos forêts. Alors, tout à fait d'accord avec vous sur le circuit court. Effectivement, la France se comporte comme une république bananière. Elle se fait pomper la matière première, elle est transformée ailleurs et on rachète les parquets à lame en chêne qui vient de France, qui a été traité en Chine. Mais ça, c'est un problème global de gestion de main-d'œuvre, de coûts de production. Okay. En revanche, pour le point chêne qui a été très très médiatisé, ce ne sont que les pièces de chêne de qualité secondaire qui partent à l'exportation en Chine. Les plus jolis bois de nos chênes restent en France, en particulier pour faire des barriques. Et ça représente 80% de la valeur économique. Pourquoi ? Parce que le marché du cognac a explosé et que les producteurs d'alcool ont besoin de barriques de chêne pour les exporter aux États-Unis et autres. C'est très ça, particulier. c'est du stockage utile. Ouais. Avant de vous donner la parole, Jean, je rappelle qu'on est justement à la communauté Emmaüs et que l'économie circulaire est au cœur de l'ADN de cette association et de cette communauté, et qu'une petite partie peut-être de la réponse par rapport à notre surconsommation de bois est largement dans la réutilisation, le réemploi, la réparation de nos objets en bois. Combien de meubles on jette aujourd'hui parce que certains appartements sont devenus trop petits, etc., qui pourraient être récupérés dans une autre région, etc. Jean. Oui, je voudrais faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur Touche pas à ma forêt. On a parlé tout à l'heure de forêt vieillie, de vieilles forêts. Je rappelle que le projet de Francis Allais, c'est de créer une forêt primaire, de la créer lui-même, donc de 70 000 hectares, quelque part en Europe. Pourquoi, au lieu de créer quelque chose de tout neuf, pourquoi ne considérerions-nous pas déjà ce que nous avons sous le coude ? Et c'est là que le rôle de Touche pas à ma forêt est important, dans la mesure où, en montagne, on a ici, pas loin de chez nous, des forêts qui n'ont pas forcément jamais été entretenues, mais qui ont été entretenues ou coupées depuis au moins 150 ou 200 ans. Si on faisait déjà l'inventaire de ce qui n'a pas été exploité depuis 200 ou 300 ans, on aurait déjà la moitié de cette forêt primaire après laquelle on court depuis si longtemps. Je rappelle que la forêt primaire, c'est celle qui est arrivée du temps de nos ancêtres, quand les glaciations ont fondu, il y a 20 000 ans, les arbres sont revenus progressivement, ils ont colonisé tout le territoire européen, à l'exception donc de la haute montagne et des zones marécageuses. Eh bien, si on faisait aujourd'hui le total de tout ce qui reste de cette forêt primaire, en France, on aurait 7 à 7 500 hectares contre les 16 millions d'hectares que nous avons de forêt en tout. Donc c'est très peu, mais je suis persuadé que si un inventaire se poursuit, et une association d'ailleurs existe, l'association des forêts vieillies, va à la recherche de tout ça, parce que, voilà, monsieur en fait partie. Bon, mais c'est bien, parce qu'on a parlé de la fixation du carbone, mais les vieilles forêts, c'est pas que ça, c'est toute la biodiversité. C'est la fixation du carbone, certes, mais c'est les millions d'insectes, c'est les coqs du bruyère qu'il y a, c'est tous ces animaux, ce bec croisé des sapins, ce sont toute cette faune et cette flore que l'on retrouve dans ces très vieilles forêts de sapins ou de hêtres, où c'est très sapinière. C'est ça aussi que je voudrais vous faire toucher du bois aujourd'hui, dans le rôle de l'arbre. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur, la personne qui distribue le micro, s'il vous plaît, là-bas. Merci. Donc, vous avez parlé donc, de la forêt amazonienne donc, dont l'effet bascule. Est-ce que vous pourriez nous parler des méga-feux
et de ce que ça représente en termes de dégradation au niveau mondial et même dans la région, puisqu'on part sur des sessions de sécheresse. On a ici la chance de ne pas avoir de sécheresse depuis plusieurs années, mais on sait qu'on va être exposé très vite. Merci. On va prendre 2-3 questions à la suite, si vous voulez. J'avais monsieur devant, monsieur, et après ce monsieur. Bon, allez-y. On va prendre les 4, et puis j'espère que des dames aussi poseront des questions. Oui, on n'a pas vraiment insisté sur le fait qu'au niveau européen, il y a cette orientation de faire beaucoup plus de bois. Ça a été traduit en France, et ça a été traduit dans les régions. Donc là, il y a un problème de fond. Au point de vue politique. Donc il faudrait peut-être en parler. Et ensuite, il y a à peu près 5% de la forêt pyrénéenne qui est des forêts, comme vous le dites, anciennes, on va dire comme ça. Et effectivement, c'est très important. Et la recherche est en cours pour les identifier. Et effectivement, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là pour la biodiversité et pour le reste, quoi. Et donc l'action de Touche pas à ma forêt, elle est multiple, et il y a vraiment le souci, je dirais, de préserver la forêt, mais pas seulement, parce qu'elle peut être aussi utilisée. On l'a dit, on fait des meubles. L'alternative aux meubles en bois, c'est quoi? C'est en acier, c'est en plexiglas, ces choses-là, qui coûtent beaucoup plus cher aussi, au point de vue production de CO2. Donc ça, il faut en être conscient. Et quand vous allez, par exemple, au Conseil général, et ça, vous ne voyez pas de meubles en bois pratiquement, vous voyez essentiellement du plastique et des choses comme ça. Donc là aussi, il faut prendre tout en compte, et ce n'est pas simple, mais c'est par contre urgent à faire vraiment le pas pour changer, quoi. Merci. C'était plus une remarque, donc, monsieur. Plusieurs remarques. Forêt amazonienne, effectivement, mais je voudrais pointer du doigt aussi notre agriculture. Je veux dire, la forêt amazonienne, ce sont des arbres qu'on fait tomber pour planter du soja qu'on importe en France, semble-t-il, pour nourrir nos animaux. Donc la refondation d'une agriculture française pèserait sans doute moins ferait peser moins de risques sur la déforestation là-bas, loin. Ça, c'est une contribution que je voulais apporter. Une autre contribution, c'est le bois énergie. Madame Rousseau, vous parlez de la moindre consommation de bois, mais on sent monter, au fur et à mesure que s'exacerbent les tensions sur l'énergie, une demande à venir sur le bois énergie, sur les gens qui renonceront à se chauffer au fioul, à l'électricité, et qui tendront certainement vers du chauffage au bois. Donc, quelle projection on fait de cette consommation? Comment on intègre dans les 10, 20, 30 prochaines années l'évolution de notre demande énergétique en prenant en compte cela? Et enfin, je voulais vous demander, vous êtes sans doute au courant, il y a sur le statut juridique, par exemple, qui est fait sur certains communs dont vous parliez. La Loire, je sais, certaines associations demandent qu'il y ait un statut juridique pour la Loire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas capable d'expliquer ce que cela signifie, mais je veux croire que peut-être on pourrait accorder à la forêt, en général, un statut juridique qui nous ferait prendre collectivement conscience des enjeux. Merci. Une dernière, et puis... Oui, mon voisin, après justement le point que je voulais discuter, il s'agit justement, la question c'est qu'est-ce que vous pensez du bois énergie justement, parce que on va de plus en plus vers les centres, les chauffages avec du pellet, là, des granulés. Un autre point qui est important, on parle des objets qu'on peut gaspiller, jeter, mais c'est du pipi de chat, je vais dire, parce que si on le compare, par exemple, au projet de Gardanne, où il y a 860 000 tonnes de besoins en bois pour faire fonctionner cette machinerie, aujourd'hui, j'ai vu à la télévision qu'il y en avait 450 qui venaient du Brésil. C'est énorme. Alors, pour de l'énergie verte, il faudra repasser. Je voulais votre avis pour parler de ça. Et la seconde chose, à Oloron, nous, on se bat pour essayer de voir dans l'aménagement forestier avec l'ONF justement et la commune, de garder une couverture continue, c'est-à-dire de gérer les forêts
en futaies irrégulières, à contrario de ce qui se passe et de ce qui va se passer s'il ne change pas de façon de réfléchir pour un avenir très court, de passer en forêt irrégulière au lieu de régulière. Aujourd'hui, on en est encore à les pousser pour arriver à ça. Il y a un très gros problème avec Adour-Garonne, en l'occurrence ici dans le secteur. Adour-Garonne annonce malheureusement des pertes en ressources eau jusqu'à 40% à l'horizon 2030. C'est demain. Voilà, donc je voulais toucher un peu ces points particuliers et voir ce que vous en pensez éventuellement. Alors, pour résumer, la question des méga-feux, la question d'attribuer des droits à la nature, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande pour un fameux fleuve suite aux Maoris, comme effectivement il est discuté en ce moment avec le Parlement de la Loire, comme la Bolivie, qui est d'ailleurs en lien très proche avec cette communauté, l'a fait également, ainsi que l'Équateur. La question de la filière bois-énergie qui passe pour écologique et subventionné en tant que tel par l'Union européenne, mais dont on voit qu'il y a un certain nombre de contestations. Qui veut intervenir sur quel sujet? Jean, peut-être? J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu sur cette création d'une usine, méga-usine à Lac pour la cogénération. Donc c'est du bois énergie, mais pour faire de l'électricité là. Je suis assez défavorable à ce genre de méga-unités comme celle de Florian, dans la mesure où ce sont des unités qui ne sont pas à l'échelle de la forêt qui l'entoure. Donc je préférerais développer des réseaux de chaleur donc dans certains centres, dans certains bourgs, qui arriveraient à regrouper une école, une gendarmerie, une piscine ou autre, à partir du bois de récupération, et non pas de bois planté à cet effet. Je pense aux taillis à courte rotation, qui seraient un peu pliés, ou en eucalyptus, qui viendraient pomper sur les terres agricoles, ce que je n'aime pas. Donc je préfère un petit réseau de chaleur installé dans les campagnes qui mettrait à contribution le travail des agriculteurs l'hiver en dégageant certaines haies, en coupant des arbres dont le bois d'œuvre localement serait vendu à des menuisiers ou quelqu'un qui valoriserait, qui est un noyer, qui est de merisier, qui est un chêne, donc au détail comme ça, donc avec cette fois-ci des circuits courts, voire même des circuits très courts. Il faut dire adieu au foyer ouvert, hein, le foyer de notre grand-mère où on faisait des iroles dedans, tout ça avec les roulettes, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, si on veut une énergie, donc un bois énergie compatible avec les émissions de carbone, il va falloir aller vers le foyer fermé et donc avec des pellets. Obligatoirement, on va avoir un rendement de 98% avec de très faibles émanations. Donc il faudra passer par des usines de fabrication de pellets, mais pourquoi pas en circuit court. Voilà quel est mon avis sur le bois énergie. Alors le bois énergie, effectivement, s'il vient de taillis d'eucalyptus à courte révolution implantés sur d'anciennes terres agricoles, c'est pas une bonne option. S'il est importé du Brésil et on ne sait pas comment ça a été coupé pour faire tourner le Gardanne, effectivement, c'est pas une bonne solution. En revanche, il y a une partie du bois énergie qui provient des branches, des exploitations normales en forêt ou des éclaircies de petits bois, parce que dans certaines forêts jeunes et certaines plantations qui ont été faites, en particulier dans la région, il n'y a plus la demande des petits faiseurs de bois de chauffage qui faisaient leur bois dans les petites éclaircies pour être directement, comme autrefois avec les affouages, celui qui coupe, qui transporte et qui brûle chez lui, dans un foyer fermé. Donc il y a une certaine compensation au niveau des exploitations forestières normales et bien réglées, qui fait que les branches des chênes, par exemple, qu'on coupe, elles vont finir en plaquettes dans la chaufferie de Arzakaraziguet ou dans les chaufferies locales. Bon, déjà, ça vient pas de très loin. Mais le gros problème, c'est qu'on utilise du carburant pour la tronçonneuse, on utilise des camions pour transporter, et que c'est une fausse idée que le bois énergie est une énergie verte ou neutre en carbone. En plus, malgré le très bon rendement des chaudières à pellets, ou des chaudières collectives, parce que plus la chaudière est puissante et collective, et plus le rendement est élevé.
on a un petit problème, c'est que entre le jour où vous coupez le bois et que vous le brûlez 6 mois après séchage, etc., pour que ce CO2 émis soit absorbé de nouveau par la végétation, il ne faut pas 6 mois, il faut 20 ans. Le bilan global du chauffage au bois en ce moment, c'est d'augmenter le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et une des solutions proposées par M. Le Turc, qui a fait l'étude énergétique très très précise sur ce sujet, et il y a un document qui vient d'être publié et que vous trouverez sur Internet, montre que une des solutions de rechange, c'est le gaz naturel. De toute façon, il sort des puits, ce n'est pas la peine de le brûler sur des torches. Bon, de toute façon, vous savez que l'enjeu du gaz naturel est un enjeu géostratégique important, mais du point de vue du bilan de calories utilisées par rapport au CO2 émis, c'est le gaz naturel qui est aujourd'hui l'énergie, entre guillemets, la plus propre, à part le nucléaire, mais qui, lui, a d'autres problèmes. Je ne veux pas parler sur ce débat, ce n'est pas la peine. Je suis convaincu que sur le très long terme, on est en train de laisser la merde pour non pas 2 générations après, mais beaucoup plus. On sait quels sont les enjeux, et ce n'est peut-être pas le sujet du débat aujourd'hui, on parle des arbres. Il y avait un les méga-feux, point, si vous voulez, et après Sandrine peut-être sur les droits de la nature. Les méga-feux, c'est le Brésil. Alors, il y a une chose qui me chiffonne. C'est la France aussi, peut-être demain. Pas encore. C'est tout le nord, c'est la Suède, la Sibérie. Ça se rapproche. C'est en train de flamber parce qu'il y a eu changement climatique. Ce sont des forêts qui ne sont plus en station, qui posent un problème. D'accord. Ça, c'est un problème d'écologie globale. C'est un exemple type des conséquences, comme les épicéas et les scolites en France, mais ça se passe à plusieurs échelles au niveau du monde. Et c'est donc les gros accidents naturels qui sont en train de se produire, en plus de ce qu'on nous annonce, à cause du changement climatique. C'est du constat. On ne va rien y faire, c'est du constat. Ça part en fumée parce qu'on n'y peut rien. Donc il y a une autre chose qui me pose problème, et c'est plus à notre échelle, ici et maintenant. On ne va quand même pas demander à la forêt française ou à la forêt européenne de compenser en stockage carbone ce que les Brésiliens émettent, parce qu'ils nous fournissent en alcool pour mettre dans le biocarburant. Tiens, il y a un petit problème là. Non, sur la forêt amazonienne, la question c'est que là on est en train d'atteindre le point de rupture, et que donc maintenant pourquoi on atteint ce point de rupture? Non mais pourquoi on atteint ce point de rupture? Oui, parce qu'on fait du soja, ça vous avez absolument raison, on mange beaucoup trop de viande, et que cette viande vient d'élevage industriel qui se nourrit du soja, lesquels soja sont pris sur des terres de la forêt amazonienne notamment, pas que. Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait on est voilà, c'est notre mode de consommation ici et maintenant a des conséquences sur le monde entier en fait, et c'est cela dont il faut prendre conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et par ailleurs on fait aussi de l'essence et de l'essence à partir des biocarburants qui n'ont rien de bio mais qui sont quand même des carburants. Mais ce que je voulais dire, c'est que là la forêt amazonienne, quand bien même on arrêterait la viande, quand bien même on arrêterait les biocarburants, que là elle est à un point de rupture quoi. Et que donc à partir du moment où ce point est passé, ce moment de bascule est passé, mais la forêt amazonienne devient émettrice de carbone, et vu sa superficie et vu l'ampleur, eh bien voilà, on est dans une situation de danger réel et immédiate. Ce que je voulais dire sur le statut de la nature, alors il y a la Loire, il y a plusieurs expériences un peu partout dans le monde, c'est qu'aujourd'hui en fait la nature n'a de statut que via l'homme. C'est-à-dire qu'en fait via soit vous êtes propriétaire et du coup vous avez des droits de propriétaire, soit c'est l'État mais du coup c'est l'État que vous attaquez, et en fait c'est en fonction des usages de cette nature qu'elle a des droits, enfin que on tranche juridiquement. C'est-à-dire vous êtes propriétaire, vous avez le droit d'utiliser tel arbre, etc. Bon. Ce que l'on ne reconnaît pas aujourd'hui dans notre droit en France, c'est le rôle que joue la nature en elle-même, en dehors de l'intérêt qu'elle a pour l'homme immédiatement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Et donc, il nous faut revisiter notre droit, à mon sens, pour faire en sorte que la nature, en tant qu'écosystème, a un droit de se préserver en tant qu'écosystème. C'est ça le sujet. Et pour cela, eh bien, il lui faut
un statut juridique, il lui faut la possibilité de se défendre devant des tribunaux. Alors ça peut paraître complètement ésotérique dit comme ça, il faut quand même se rappeler que pendant longtemps en France, il y a eu ce droit-là, hein. C'est-à-dire que pendant tout le Moyen-Âge, les animaux avaient des droits et il y avait des avocats commis d'office pour les animaux. C'est-à-dire que les avocats étaient des représentants des termites ou des représentants des cochons ou des représentants, voilà, et ils venaient plaider au nom de ces espèces-là dans les tribunaux. Et aujourd'hui, les juristes se disent que ça n'est pas forcément, et les écologistes d'ailleurs aussi, les scientifiques de l'écologie se disent que c'est pas forcément une espèce qui doit avoir un droit particulier, mais que par contre un écosystème en tant qu'écosystème doit avoir le droit à son équilibre propre en dehors des intérêts que nous humains pourrions en avoir, soit financiers, soit de propriété, etc. Et c'est ça qui serait vraiment très intéressant. Et là, on basculerait dans quelque chose d'intéressant qui est que la nature serait reconnue en tant que telle et non pas uniquement en tant que l'utilité que l'on a, nous, humains, d'elle. Alors, notre écosystème, il est global. Alors, je vais lancer une idée. C'est la Terre. On habite tous dedans. On devrait considérer ça comme les parties communes d'une copropriété. Donc, le jour où on aura réellement constitué le syndicat des copropriétaires habitant la Terre, peut-être qu'on arrivera plus facilement à une solution. Mais je crois que je vais devenir aussi un petit peu alternatif. La solution, elle est de nous, de tous, de tous les jours. Parce que ce n'est pas la peine de parler des grands feux et des incendies, etc., tant qu'on continue à consommer et qu'on continue à manger de la viande de bœuf et qu'on continue à se déplacer sans essayer de chercher les solutions de regroupement collectif. On va commencer par les plus simples. Quand on voit 50 camions qui prennent l'autoroute vers le nord et qui roulent tous pendant 300 km exactement dans la même direction, là oui, on peut mettre de l'argent public pour faire du ferroutage, etc. C'est-à-dire, la solution, elle est chez nous. Elle est chez nous à la maison et elle est globale. Le problème, c'est que la COP, ça ne donne rien. Une ou deux questions pour terminer, puis Germain viendra. Oui, ah oui, il y a plein. Alors, 4. Alors, je vais en prendre 4 et puis ce sera terminé. J'inviterai Germain à venir peut-être clore, puisque c'est grâce à lui et à la communauté d'Emmaüs que nous sommes ici réunis. Alors, il y a bon, on va commencer le plus facile, 1 ici, et ensuite 3 dames à la suite. Et puis, on fera une réponse. Oui. Quelle est la part du bois d'œuvre consommé en France qui est produit en France? Et si on peut le savoir aussi pour les Pyrénées-Atlantiques. Mais là, c'est peut-être trop régional, je ne sais pas. Au niveau France, la France est déficitaire. Oui, pardon. Non, mais j'ai le mien. Bois d'œuvre. Oui, pas bois pour la d'œuvre. cellulose, pas pour faire du papier. Hein. Je crois qu'on est déficitaire de l'ordre de 60%. C'est-à-dire que la France importe 60% de ce qu'elle scie. Oui, c'était un bonsoir et merci pour cette soirée déjà. Et je suis un peu moi aussi radicale et donc je voulais prendre la parole déjà. Et je voulais juste dire que sur le plan juridique, il y a quelque chose qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'arbre. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais ça existe. Il y a même la Convention internationale des droits de l'arbre. Donc il y a des choses qui se font. Et bon, moi je regrette que ça n'aille pas assez vite parce que je pense qu'on est vraiment dans l'urgence. Il serait temps de changer de paradigme. Donc les histoires de marché et de privé, c'est vrai que ça saoule un peu en fait. Et il est temps que le public et le politique reprennent la main sur tout ça, parce que les solutions, elles sont locales et globales, c'est sûr, mais on n'en voit pas le bout, quoi. Et il serait temps vraiment de changer beaucoup de choses. Voilà. Merci de votre intervention, madame. Là, dans le même rang. Ouais. Oui, bonsoir. Donc je vais parler très localement. Je viens de la Côte Basque, sur une commune où on voit disparaître des espaces boisés classés, sans passer par le service urbanisme de la commune, pour pouvoir ensuite, tout est rasé, on perd la qualification de bois classé. Et on dit on va replanter, mais on sait très bien que derrière il y a des promoteurs. Donc on a des parcelles privées de bois aussi. Donc, parce qu'on a un bois préservé de 17 hectares qui avait été donné par un propriétaire en 1960 pour le franc symbolique. Donc il est préservé ce bois.
Mais les petits propriétaires, effectivement, reçoivent des courriers et du harcèlement de promoteurs pour raser ces bois. C'est l'arbre en ville. J'ai été élue dans la majorité, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est pas grave. J'ai réussi à mettre la fête du bois qui était préservé. Les gens dirent merci, ça fait 40 ans que j'habite dans la commune, je ne suis jamais rentrée dans ce bois. Donc on a eu 600 enfants avec des méthodes pédagogiques découvrir. Et on a fini par le clou le dimanche avec des associations environnementales, que ce soit les oiseaux, l'eau, l'air, les déchets. Toutes ces personnes, tout ça, c'était des bénévoles qui m'ont répondu oui et qui ont expliqué l'importance. Et l'importance de ce bois, on l'a vu en 2020, quand on avait 10 km à tourner, 1 km autour de chez soi d'abord pour tourner. On n'avait pas les plages d'Anglet, on n'avait pas les plages de Biarritz, mais on avait notre bois. Et je peux vous dire que ça a permis à beaucoup de gens de retrouver l'apaisement. Donc l'importance du bois, elle est là aussi. Et n'oubliez pas, en ville, c'est une catastrophe. Et c'est chez nous. Oui, je vais répondre rapidement sur les espaces boisés classés. Encore une dernière. Pour rassurer madame. Sven, s'il vous plaît, encore une dernière. Et après, vous pourrez répondre. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, Nathalie Torréjon, je suis architecte. Et je vais continuer justement dans ce qui vient d'être dit. Moi, je suis effectivement écolo engagée aussi. Je suis dubitative par rapport à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, parce qu'au niveau de la construction, on pousse de plus en plus la construction bois. Et je me pose la question de quelles sont nos ressources pour être capable de répondre à cette presque injonction quand on est architecte de construire en bois, même si c'est bien pour plein de raisons. Je ne sais pas trop quoi faire à l'heure actuelle par rapport à ça. Petite information aussi, on a parlé du bois énergie. Je pense que dans la salle, il y en a certains qui savent qu'on va être soumis à la réglementation énergétique 2020, la RE 2020, qui s'applique à partir du 1er janvier 2022, qui fait qu'en gros, dans 2 ans, on ne pourra plus faire autrement que de chauffer avec du bois ou de l'électricité. Le gaz, n'en parlons pas, ce sera plus possible dans les années qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'il en est aussi de cette capacité à produire le bois nécessaire pour l'énergie? Il y a des tentatives qui sont en train d'être mises en place, mais est-ce que ça peut être relayé par des réglementations, notamment ici, par exemple, je suis partie d'une association qui s'appelle Hydre, où on développe la déconstruction et le réemploi dans le bâtiment. Et avec la communauté Emmaüs, on a un projet là sur les bois, puisqu'à l'heure actuelle, on a parlé de couper les arbres en ville. À Pau, on en coupe aussi énormément. Et ce bois qu'on coupe en ville, il finit en broyat au pied des autres arbres. Donc on est en train de réfléchir aussi, quand on ne peut pas faire autrement, et tenter qu'on ne puisse pas faire autrement, on peut déplacer un bâtiment en disant on ne le met pas là parce qu'il y a un réseau, mais on peut le mettre là en rasant tous les arbres qu'il y a, parce que c'est moins important qu'un réseau, par exemple. Et donc réfléchir aussi quand on abat pour utiliser correctement la totalité de l'arbre, et pas que ça finisse en broyat ou en plaquettes. Et une question pour terminer. Vous avez certainement entendu parler des micro-forêts. Je me pose la question, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée ? Alors, très très vite, Merci, la micro-forêt, c'est c'est un jardin en ville, d'accord ? On appelle ça micro-forêt sauvage, mais bon, c'est très bien, ça fait quand même un espace vert. Pour répondre à madame sur les espaces boisés classés, j'ai été amené, moi, à la demande de propriétaire qui me dit « Ah, ben, je voudrais couper un arbre dans mon espace boisé classé ». C'est strictement réglementé. Ce qui vous est arrivé, c'est un problème de police et de surveillance. Parce que c'est bien l'administration de la DDT qui doit veiller à ce que sur les espaces boisés classés, il n'y ait pas que le propriétaire soit soumis à pression, je vous ai entendu, pour aller rase là, comme ça ne sera plus. Ça n'enlève pas la nature d'espaces boisés classés et c'est une question de police. Voilà. Ensuite... Oui, oui. Qui a donné l'autorisation de raser ces 4 000 mètres carrés ? Ouais, ça c'est autre chose. Pour madame l'architecte, l'histoire de l'utilisation du bois, effectivement, ça pose un problème. Mais le sens de votre dernier... Alors, vous parliez du chauffage, vous parliez de la construction bois et d'un autre point qui était en question.
Oui, effectivement. Alors, dans mon métier, j'ai un autre métier qui est celui de docteur des arbres. Donc, je procède régulièrement au diagnostic mécanique et sanitaire des arbres des grands parcs et des arbres de ville ou des routes. C'est vrai que parfois, c'est écœurant de trouver, après tempête, après chute ou après différentes opérations, des beaux gros bois qui ont été en parc, mais où il y a quand même du bois de sciage, qui sont soit coupés en morceaux ou mal utilisés. Ça, c'est une question de prise de conscience au niveau des politiques ou des élus engagés sur l'environnement dans les différentes villes et autres, de les former au fait que, effectivement, ça coûte cher d'aller chercher un arbre. Mais ça sera plus durable d'en faire des planches que d'en faire des copeaux, effectivement. Merci Sven. Jean ? Rapidement, puisque le temps presse, je crois. Pour la côte basque, à mon avis, c'est des passe-droits. Hein. À mon avis, moi je vais être très clair, c'est des passe-droits. Voilà. Par contre, sur le statut de l'arbre, moi j'aimerais y travailler. Donc je m'attache, vous l'avez compris dans mon introduction, je m'attache au statut de l'arbre, je m'attache à l'arbre en tant qu'individu. Donc on sait qu'on a des arbres remarquables, on a des arbres plusieurs fois centenaires, on a des arbres qui ont un impact paysager fort. Ils ne bénéficient d'aucun statut de protection, excepté les espaces boisés classés. Quand on voit ce que ça devient dans certains endroits, c'est dire qu'il n'y a aucun statut de protection. Les arbres de l'impératrice Eugénie qui sont plantés entre la Reims et les Aubonnes, tous les ans, il en disparaît parce que ça gêne le chasse-neige, parce que ça gêne ceci, parce que ça gêne ça. Si on n'instaure pas un jour un vrai statut de l'arbre, on va aller vers des pertes considérables d'arbres patrimoniaux. Ici, il y a quelqu'un qui peut témoigner qu'une association arbre, donc de Georges Lederman est venu, il a classé des arbres remarquables dans la forêt du Bâgé. 6 mois après, ils étaient coupés. C'est un statut de protection fictif. Donc c'est vrai, il faudra qu'un jour on s'attache à avoir un vrai statut. On a progressé pour le statut de l'animal. À mon avis, il va falloir qu'on progresse aussi sur le statut de l'arbre. Avant de laisser Sandrine Rousseau conclure, je rebondis sur cet appel à protéger effectivement nos arbres et nos forêts. Il y a les moyens juridiques qui valent ce qu'ils valent, qu'il faut évidemment tenter et puis faire progresser, renforcer. Et puis il y a aussi la possibilité de désobéir tout simplement et de bloquer, de s'enchaîner, de grimper. C'était un petit peu la petite touche que j'ai amenée dans ce débat. Moi je m'appelle Xavier Renoux et je forme à la désobéissance civile et j'accompagne les gens qui se battent contre des scieries géantes, contre des forêts qu'on rase, etc. Juste, oui, merci. Je voulais aussi vous dire qu'à la fin, si ça vous intéresse, j'ai amené quelques ressources sur les arbres, sur l'écoféminisme, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais à certains égards, on fait aux femmes ce qu'on fait aux forêts, ou on fait aux forêts ce qu'on fait aux femmes. Enfin, il y a un rapport, en tout cas, brutal et instrumental ou d'objectivation qui peut se comparer. Et voilà, donc il y a quelques ressources. Sandrine, pardon, à vous, pour conclure. Et Germain ensuite qui viendra. J'ai pas très envie de finir en copeaux de bois au pied de... Non, mais dire que là, on a beaucoup parlé des forêts, enfin voilà, on vient de parler de ça. Il y a quand même une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est la dimension symbolique de beauté, de loisirs, d'usage que l'on peut faire de cette forêt. Et dans une société qui sort d'une consommation excessive, d'une consommation de masse, d'une croissance effrénée, eh bien, la question de retrouver des espaces complètement libres, des espaces où on n'a pas besoin d'argent, des espaces juste où on est heureux, où on retrouve une forme de bien-être, de contact à la nature, mais en fait, c'est absolument essentiel. Absolument essentielle. Et peut-être que finalement, elle est là, la principale valeur de la forêt. Elle est dans cet espace ouvert, libre, accessible, beau, où on entend des bruits, on redécouvre le sens de la nature, on y va et on en ressort un tout petit peu plus riche finalement qu'on en est rentré. Et encore une fois, dans une société qui se détache de la consommation et de l'argent, eh bien ces espaces-là sont les plus précieux en fait. Voilà. Merci. Merci à nos 3 invités. Merci à Germain qui est notre hôte. Si tu veux bien dire pourquoi tu as voulu ce débat et quel est le sens de ces débats qui se tiennent régulièrement à la communauté. Ce débat, il avait bien entendu, c'est par rapport à la plantation qu'on a fait à la Bassis-Cézérac. Et nous avons planté plus de 400 arbres fruitiers, mellifères et de différentes variétés
pour faire une oasis pour les abeilles. Parce que nous développons ici l'apiculture avec André, Magena et Gère. On développe l'apiculture dont notre objectif, c'est de faire une oasis pour les abeilles. Et bien entendu, avec tout ce que ça veut dire, faire une oasis pour les abeilles, avec tout le débat qu'il y a eu ce soir et que vous avez bien développé autant sur le plan technique que politique, confirme totalement l'engagement du village Emmaüs justement pour lutter contre la précarité en s'engageant justement dans cette plantation d'arbres, dans cette protection de la nature que nous voulons de plus en plus, nous, au niveau d'Emmaüs, nous engager. Pour nous, ça c'est important. Et ce que vient de me rappeler Magena, et qu'elle me dit, Germain, il faut que tu dises, oui, nous sur 3 mois de récolte d'objets que nous avons ici, nous récoltons à peu près 500 tonnes de bois, avec toute cette diversité, que ce soit des meubles, des jouets ou quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu tout ce gaspillage qu'il y a, et tant mieux si on peut en remettre dans le circuit, soit à travers le bric-à-brac, soit à travers Écomobilier, puisque nous sommes en partenariat avec Écomobilier qui recycle tout le bois. Mais bien entendu, pour moi, la vraie question, elle est aussi quel besoin d'énergie nous avons et quelle est cette énergie que nous consommons excessivement, trop pour avoir un faux bonheur. Et l'autre jour, je lisais un livre de Noah Hariri qui disait très, très bien, à quoi bon utiliser autant d'énergie pour essayer d'avoir plus de bonheur, alors qu'en définitive, il faut consommer beaucoup moins d'énergie pour avoir encore plus de bonheur. Je pense qu'on est dans une erreur totale d'une surconsommation. Mais là, c'est la remise en cause, pour moi, du système néolibéral, du système capitaliste, qui est complètement dans une aberration excessive d'un pouvoir financier au détriment de la nature. Et quand je vois un petit peu, j'ai eu l'occasion d'aller à Bétaillé, par exemple, en Bolivie, rencontrer David Choquehuanca, qui aujourd'hui est le vice-président de la Bolivie, et qui a toute une relation avec la nature, et qui est, à un moment donné, qui me paraît fondamental, c'est qu'arrêtons de vouloir gérer et maîtriser la nature, acceptons d'être un humble animal de la nature et de respecter la nature. Je crois que ça me paraîtrait fondamental qu'on soit dans cette modestie et de ne pas vouloir dominer totalement la nature. On est dans l'erreur totale. Pour moi, il faut qu'on arrive justement à sortir de toute cette pression. Et nous, Emmaüs l'Escarpeau, très modestement, on veut être une alternative dans laquelle on veut s'engager petit à petit avec nos moyens, avec ce que l'on est, comme on peut, essayer justement de dire non, petit à petit, non à cette pression néolibérale du sur-consumérisme. Et chacun d'entre nous, on peut le faire, mais ce qu'il faut remettre en cause pour moi, c'est les GAFA. Les GAFA, les grosses enseignes qui sont en train justement de nous anéantir par ce consumérisme, ce productivisme à une seule fin, une fin financière, de pouvoir financier. Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui que les riches sont encore plus milliardaires, qu'il y a plus de milliardaires en France et que les pauvres sont encore plus pauvres? Comment ces milliardaires peuvent-ils se regarder devant une glace chaque matin? Et je voudrais dire un grand merci à nos intervenants, et je remercie de leur connaissances techniques qu'ils nous ont apportées. Et comme je vous disais, pour moi, ce qui est important, c'est qu'à travers toutes ces rencontres, ça nous permet à nous de grandir, à nous d'oser risquer l'utopie avec et pour l'homme. Et je ferai aujourd'hui quelque chose d'un petit détail. Vous voyez cette salle, le pari qu'on veut faire, et vous êtes nos premiers partenaires, et bien le pari qu'on veut faire, c'est qu'avec cette salle-là, on va développer de la rencontre, de l'échange, de la réflexion. Et comme le dit très bien Stéphane Ezel, à partir du moment que l'on développe la rencontre, on crée. Et quand on crée, qu'est-ce qu'on fait? De la résistance, camarades. Bonne soirée et merci à tous. Bravo.